Mesdames et messieurs, merci d'être parmi nous encore cet après-midi. On va continuer notre exploration des musées industriels, musées des arts décoratifs, musées de design, leur évolution, leur histoire, et savoir finalement où est-ce qu'on en est aujourd'hui au MUDAC, où est-ce qu'on va aller. Donc c'est vraiment une interrogation qui nous concerne. Je m'excuse déjà un peu pour une voix un peu voilée, mais comme je suis grippé, d'où ce masque de Batman, vous m'excuserez d'avoir peut-être moins d'énergie que d'habitude, mais avec ma collaboratrice Diane Mechler, nous allons nous occuper des tables rondes, des animations de cet après-midi ensemble, donc ça devrait aller pour vous et pour nous également. Donc cet après-midi, on va débuter avec la chance d'avoir deux personnalités qui vont nous parler, la première du musée des arts décoratifs de Lausanne, la seconde du MUDAC. Donc je remercie déjà Annick Zanzi, qui est conservatrice à la collection de l'art brut à Lausanne et qui avait dédié son travail de licence sur le musée des arts décoratifs. Et évidemment, Chantal Predon, directrice du MUDAC de 2000 à 2022, je suis très essoufflé en plus, excusez-moi, qui vient échanger sur nous, sur le MUDAC, jusqu'à son déménagement ici à Plateforme 10. Donc on va avoir finalement là aussi un peu la suite du musée industriel que nous avons pu entendre ce matin, avec une évolution et de nouvelles appellations également. Musée des arts décoratifs, musée de design et d'art appliqué contemporain. On va s'interroger et réfléchir sur ces notions. Donc merci d'être parmi nous, bienvenue, et nous allons tout de suite débuter. Oui, donc on va commencer peut-être par une conversation d'abord avec Annick Zanzi. On va faire un peu de manière chronologique. Donc on va se concentrer sur la période du musée des arts décoratifs, ou plutôt à Villamont, ou pas. Ouais. Voilà, donc peut-être commencer par les origines et la formation du musée. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment et pourquoi le musée des arts décoratifs de Lausanne a été fondé, ou plutôt déplacé, et dans quelle période est-ce qu'on s'inscrit? Alors, d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité parce que ça m'a permis d'exhumer mon mémoire de licence, puisqu'il date de 1989. Et puis, je tiens à préciser que depuis ces recherches, eh bien, j'ai plus jamais travaillé dans le domaine. Donc, j'avoue que je me sens... Enfin, voilà, j'ai accepté, puis finalement, là, je me rends compte que je me retrouve au milieu de spécialistes. Et je pense que la conférencière précédente a déjà pas mal dit de choses sur lesquelles j'avais préparé, donc je me retrouve un peu par rapport aux notes que j'avais préparées. Enfin, on verra. Mais en tout cas, je l'invite et toute personne qui connaissent aussi bien le musée, qui peuvent compléter ou corriger ce que je pourrais dire. Donc, voilà, moi j'étais partie justement, puisqu'on parle de l'origine du musée des arts décoratifs. Peut-être j'avais envie de répéter, même si on l'a vu tout à l'heure, mais avec les années, ces changements d'appellation, parce que ça montre bien comme il y a une évolution. Donc on a en 1862 le musée industriel qui est à l'avenue Chaucrot. On a vu tout à l'heure des images. Proche de la place de la Riponne. En 1905, c'est le musée d'art industriel à Rumine. Peut-être qu'on reviendra après sur ces changements. En 1946, c'est le musée d'art industriel et d'art décoratif. Donc on commence à avoir ce terme d'art décoratif qui arrive. En 1952, on laisse tomber art industriel, puis c'est musée d'art décoratif, mais au singulier. Et puis en 1967, à l'ouverture du musée à l'avenue Villamont, c'est le musée des arts décoratifs au pluriel. En 2000, quand le musée ouvre à la place de la cathédrale, ça devient le MUDAC, donc musée de design et d'art appliqué contemporain, donc le terme de décoratif a disparu. Et puis, au moment où le MUDAC s'installe ici à Plateforme 10, c'est le musée cantonal, et ça c'est pour des raisons, alors plus, je veux dire, de qui dépend le musée cantonal de design et d'art appliqué contemporain. Donc l'appellation reste la même, il y a juste le lien avec le canton. Alors moi, c'est vrai que j'étais, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'avais regardé un petit peu qu'est-ce qui était à l'origine, qui étaient les personnes qui ont créé ce musée
industriel à Lausanne. Donc, comme ça a été dit, c'est une initiative privée, donc ça c'est déjà aussi important, que c'est le premier musée industriel de Suisse. On a vu, créé par Catherine de Rumine, donc une famille de Rumine, parce qu'on en sait à Lausanne, là on a l'avenue de Rumine, le palais de Rumine, qui a été créé suite à un legs de son fils, Gabriel de Rumine. Donc on a vu Catherine de Rumine, qui est descendante d'une famille princière russe installée à Lausanne, avec ce fameux Charles Théophile Gaudin. On a vu qu'il était théologien, paléontologue et géologue, mais qui a quand même un intérêt pour les beaux-arts. Ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, c'est qu'à Chaucros, il y a les collections, mais il y a vraiment une salle de cours et de conférences qui est louée et qui est bien fréquentée, et que les objets sont vraiment dans les galeries au-dessus. On a à la base une collection qui comporte 2050 objets, et on l'a vu qu'ils sont divisés comme ça par peut-être je peux vous lire le discours de Charles Gaudin à l'inauguration, puisqu'il dit « La collection se propose d'emprunter au règne minéral, au règne végétal et au règne animal les matières employées par l'industrie de tous les pays. Elle cherchera à montrer les diverses phases de transformation que ces matières ont actuellement à subir pour rendre à l'humanité tous les services qu'on est en droit d'en attendre. Enfin, remontant le cours des années, la collection fera entrevoir, toutes les fois que ce sera possible, le progrès que l'homme a fait faire à telle ou telle branche de l'industrie, c'est-à-dire qu'elle recueillera des objets historiques lorsque ceux-ci serviront à éclairer l'histoire d'une industrie. Et s'ils présentent un cachet artistique, ils n'en seront que mieux venus. Donc il y a quand même cette notion de l'esthétique de l'objet. Toutefois, la collection est vraiment d'une grande hétérogénéité, et puis c'est une sorte de cabinet des curiosités. Et puis cette disparité, elle est en fait accentuée par les dons, puisqu'au moment où la collection est exposée, eh bien, il y a différents donateurs, des grandes familles aussi, qui font certains dons. Et puis je sais que mon collègue du musée historique, qui je crois aussi connaît bien aussi cette histoire, peut aussi dire que comme ça, les dons qui provenaient de différentes famille et qui venait du réseau aussi de l'initiatrice du musée, Catherine de Rumine. L'objectif du musée, c'est qu'il a une vocation didactique, donc il a un but de formation professionnelle, tout en gardant une vocation publique, puisque donc il est loué pour des cours et des conférences, mais il est également ouvert 2 fois par semaine pour le public, et il y a notamment, je trouve intéressant, une heure d'ouverture tardive, parce que ça permet aux ouvriers de pouvoir visiter le musée après leur travail. Donc, les collections doivent, si possible, éveiller et stimuler l'intérêt créateur chez les élèves en formation dans les écoles professionnelles et artistiques de la ville. Et puis, on sait que pendant longtemps, le musée a été rattaché à la direction des écoles. Ça, c'est quand même important, puisqu'on a vraiment cette notion qui est en lien avec la formation des apprentis. Merci. Ça a déjà été bien présenté, mais peut-être, oui. Est-ce que c'est possible de résumer en quelque sorte vraiment les ambitions du musée à cette période, au-delà de cette collection? Est-ce qu'il y avait peut-être pour but de préserver des savoir-faire déjà, ou de promouvoir des artistes locaux, ou est-ce que ça se limitait vraiment à l'éducation du public et à une collection un peu hétéroclite? Alors, je crois qu'à l'époque, on ne peut pas vraiment parler de politique d'acquisition, parce que voilà, j'ai dit qu'il y a un caractère hétéroclite. De la collection, il est constitué aussi au gré des personnes qui font partie de la commission. Puis tout à coup, voilà, il y a un membre de la commission qui décide de faire certaines acquisitions, mais ça va un peu. Il n'y a pas justement, mais je crois que l'évolution du musée, ça c'est ce que je me suis dit. Après coup, je me dis, mais en fait, ça fait aussi partie de l'histoire des musées, mais de manière vraiment générale,
où on voit qu'il y avait une classification des objets, mais après ça change. Et puis le fait d'avoir un inventaire vraiment, c'est des choses qui viennent par la suite, d'avoir toute une professionnalisation des musées, je crois qu'elle vient peu à peu. Donc là, je pense qu'on ne peut pas parler vraiment de politique d'acquisition. Au début, les achats se concentrent plutôt vers la fabrication elle-même, il y a notamment des modèles réduits de machines ou de pièces détachées. Donc il y a un intérêt pour le processus technique de production. À un moment donné, afin d'enrichir la collection, le musée demande directement à des industriels suisses des échantillons de leur production. Et puis j'avais relevé quelques dons justement d'industries qui sont généralement des entreprises de la région. On a des échantillons de production offerts par des fabriques de céramique, de vis, de faux, de papier de bois, de balais en paille de riz, de peignes, etc. Puis il y a même un ingénieur des CFF qui offre un modèle de traverse métallique pour les chemins de fer. Puis ça m'a amusé, le fait qu'on se retrouve ici, juste à côté de la gare. Et c'est en 1905, donc au moment où le musée, enfin quand ça deviendra le musée d'art industriel, la collection est séparée en deux. Et puis on a ce qui est considéré comme collection artistique qui va rester au Palais de Rumine, puis la collection industrielle qui va rejoindre l'école des métiers, parce qu'entre-temps, il y a une école des métiers qui s'est ouverte. Donc, ce qui est d'intérêt technique et professionnel, ça va de ce côté-là. Et puis, les objets qui ont plutôt un intérêt artistique et ethnographique, qui proviennent plutôt de la collection de Catherine de Rumine, sont transférés justement au Palais de Rumine. Et puis, est-ce qu'on sait pourquoi finalement ce musée a changé autant de fois de nom? À quel moment finalement cette notion d'art décoratif est vraiment apparue? Pourquoi ça s'est imposé? Pourquoi il y a eu tout d'un coup cette hésitation entre musée d'art industriel et décoratif? Et à quel moment on s'est dit non, maintenant ça devient qu'un musée d'art décoratif? Voilà, pourquoi il y a eu tous ces changements de nom? Je ne sais pas si on a la réponse, c'est une question ouverte. Mais je ne sais pas si peut-être... c'est vrai que j'appelle un peu à l'aise ceux qui sont plus avec toute cette histoire, et notamment la conférencière précédente qu'il y a eu, où si Chantal, toi, tu arrives un peu à répondre. Moi, je ne me sens pas... Ouais. Je crois que... je le dis, c'est vrai qu'on a ce côté industriel, mais qui est lié plutôt à la formation qui va finalement partir d'un autre côté. Puis quand on a ce terme, je veux dire, d'art qui vient assez tôt, et puis après, on lâche industriel pour se rapprocher de ce terme de décoratif. Mais peut-être pour rejoindre un peu la question de Diane, la fondation du musée des arts décoratifs à Villamont, c'est-à-dire où là il y a un changement véritablement important qui s'effectue, où l'industriel est vraiment mis de côté et on se limite aux arts décoratifs. Est-ce que tu arrives à nous résumer ou à nous expliquer qu'est-ce qui a généré ce déménagement à Villamont, cette création de ce nouveau musée spécifique? Alors, il y a déjà des faits tout à fait pratiques. C'est que le musée qui était au Palais de Rumine, en fait, au Palais de Rumine, il y a la bibliothèque cantonale universitaire. Et déjà, pendant toute la période qu'ils sont là-bas, les salles sont très souvent réquisitionnées pour des expositions temporaires qui ne sont pas organisées par le musée et qui n'ont d'ailleurs pas beaucoup de liens avec les collections du musée. Donc, ils se sentent, ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. Les expositions qu'eux organisent, parce qu'il y a des expositions temporaires qui sont organisées par le musée depuis 1924, et puis c'est donc de manière très irrégulière. Et la première exposition, c'est une exposition d'art japonais. C'est assez intéressant. Ensuite, on vient à la reliure, exposition de photographie, d'art rustique suisse. L'exposition des arts graphiques avec les papiers officiels. Et puis ça, c'est une exposition aussi de céramique. On se rapproche plus de ce qui est fait en Suisse à ce moment-là. Et
Donc je disais, bon, et voilà, il y a cette difficulté par rapport à l'exiguïté des espaces, mais qui sont aussi réquisitionnés pour d'autres expositions. Et puis après, la bibliothèque qui demande à avoir plus de place. Et donc c'est ça qui fait que le musée va devoir quitter les lieux. Et il y a cette période de latence, mais il y a vraiment une volonté de garder le musée, puisqu'on va, et là de nouveau il y a une construction d'un bâtiment, puisqu'il y a cette construction en même temps que l'école de Villamont de cet espace, et c'est là que le musée va devoir réouvrir. Puis en fait, au moment où Pierre Pauly, qui est le premier directeur du musée des arts décoratifs, quand il ouvre les caisses, hein, qui sont restées pendant un bon moment, pendant les travaux, notamment je crois à la rue du Midi, dans des combles comme ça, quand il ouvre les caisses, ben, il se rend compte que la collection n'est pas aussi intéressante qu'il croyait. Et puis justement, toujours avec le fait que ça soit comme ça hétéroclite, et finalement les collections ne vont jamais être exposées. Et c'est depuis là que va le musée des arts décoratifs. Il n'y a eu que des expositions temporaires et pas axées sur leur collection. Et puis je me souviens que Rosemarie Liponer disait, elle avait fait vraiment des expositions dans des domaines extrêmement différents, et que par la suite, il y a d'autres musées qui se sont créés, comme le musée de la photographie. Elle avait fait des expositions de photographie, mais finalement, ben, avec le temps, ben, comme il y avait un musée spécialisé pour ça, ben, voilà, elle n'allait plus faire... et puis je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme autre musée qu'elle avait dit. Enfin, voilà, ça se restreint un peu, mais enfin, ça lui laisse quand même un champ assez vaste pour ses expositions. Mais pas de... Les collections ont été, alors ça on avait vu, ont été dispatchées, et il y en a un certain nombre au musée historique de la ville de Lausanne. Il y a des monnaies qui ont été, mais déjà bien avant, qui avaient été données au médaillé cantonal, le musée du canton. Et on a vu le musée d'archéologie du canton. Donc il y a vraiment ça c'est divisé. Et puis, à quoi ressemblaient concrètement ces expositions? Ça s'intéressait à quoi à ce moment-là? Alors on a autant, je veux dire, ça peut être par rapport aux arts graphiques, justement, je veux dire des expositions de photographie. La céramique avait quand même, je veux dire, une bonne place. Et d'ailleurs, il y a dans les collections, il y a d'ailleurs 2 pièces qui sont ici, qui datent des collections de Chapala et Bonnefay, je crois, puis Nora Gross aussi. Boniface, ouais. Mais Boniface, pardon. Donc ça, c'était un des accents quand même importants dans la collection, et je pense qu'il y a ces pièces qui ont dû rester. Mais après, elle avait fait aussi sur les jardins, elle faisait aussi sur des collections entières. Il y a eu une exposition sur les peignes. Voilà, ça pouvait être sur un objet, mais ça pouvait être aussi une technique particulière, le graphisme, des expositions de graphisme. Notamment, je pense qu'elle a dû faire une exposition de Werner Jecker, qui a été le graphiste du musée des arts décoratifs de Lausanne, mais également de nombreux musées pendant cette période. Donc aussi cette volonté, alors la volonté de montrer un travail de la région, elle existait déjà avant, mais elle n'a pas été toujours respectée. Parce qu'on voit, comme je vous disais, la première exposition temporaire au Palais de Rumine, c'est une exposition d'art japonais. Donc, et même dans les achats, c'était pas forcément toujours respecté. Mais il y a dans les discussions de la commission, puisqu'il y avait une commission au moment où le musée est au Palais de Rumine, et il y a cette volonté de mettre en avant plutôt la production locale, puis c'est pas toujours respecté après. J'aimerais faire un saut maintenant et parler un peu de la transition entre le musée des arts décoratifs de Villamont et le MUDAC à la maison Godard de la ville de Lausanne.
et demander à Chantal Predon aussi, puisque si je ne m'abuse, tu as commencé à peu près un an avant le déménagement à la Maison Godard, au musée des décoratifs, Oui. aux côtés de Rosemarie Lipuner. Comment s'est passée cette transition dans le sens où comment tu as pu projeter un changement d'identité de l'institution, d'orientation ou de précision? Comment s'est justement dessinée cette évolution du musée sous une nouvelle appellation, sous un nouveau site, et donc de facto aussi sur une nouvelle orientation? Oui, c'est beaucoup de questions. Mais bon, peut-être déjà vous remercier d'être là. Ça me fait très plaisir de pouvoir participer à ce gros travail d'archivage. Et merci de mener ce travail, parce que je pense qu'il y a des énormes trous. En fait, on se rend compte. Moi, j'ai appris tellement de choses avec la conférence de tout à l'heure. Donc, c'est extrêmement précieux de comprendre les racines de tout ça, et aussi au niveau suisse. Donc, aussi peut-être... grâce à Annick, moi j'avais compris ce qui s'était passé avant que j'arrive. Je ne suis pas du tout une historienne du design, ça n'est pas ma formation. Moi j'ai vraiment de l'art contemporain. Et donc c'est vrai que lorsque je suis revenue de formation à Lausanne, j'avais travaillé ailleurs, et je vois à quel point ce musée des arts décoratifs de la ville de Lausanne, dans cette espèce de salle souterraine et borgne de 400 mètres carrés, avec 4 piliers, je me souviens, c'était en fait horrible et en même temps génial, parce que tout était extrêmement orchestré autour de ces 4 piliers, avec la grande salle, comme disait Rosemarie Lipuner, et la petite salle, parce qu'elle a toujours gardé son accent bernois extraordinaire jusqu'à son dernier souffle, je dirais. Et là, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce musée, quand je suis revenue à Lausanne, c'est que, en fait, c'était une espèce de mini Kunsthalle d'art appliqué. C'était pas vraiment un musée patrimonial, historique, comme on en a d'autres en Suisse. Enfin, bien sûr, celui de Zurich ou celui de Winterthur, dont on a parlé tout à l'heure. Et lorsque je suis arrivée et que j'ai commencé à travailler avec Rosemarie, en fait, c'était juste un mandat pour l'aider à préparer le déménagement. Donc, elle avait fait tout le travail de politique et autres pour permettre ce déménagement. Et très vite, elle m'a parlé du nom. Elle m'a dit que c'était pour elle tout de même un problème de s'appeler le musée des arts décoratifs de la ville de Lausanne, et que ce terme art décoratif était un peu pesant. Je ne me souviens plus quels étaient exactement les mots qu'elle utilisait, mais que c'était pour elle très, très franco-français. C'était très musée des arts décoratifs à Paris, qui aujourd'hui a changé. C'est assez drôle. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ça, on pourra peut-être en parler. Mais, et donc, elle trouvait que ça correspondait finalement pas tellement à sa programmation, ce que je comprends bien. Mais en même temps, étant elle-même de langue maternelle allemande, on n'a pas ce beau mot Gestaltung en français. Il faut faire toute une périphrase pour réussir à dire art appliqué, donc travailler plutôt sur les matières, les matériaux, les différentes disciplines, et puis la notion de design qui s'adresse évidemment aux multiples, à l'industrie, etc. Et donc on est arrivé à ce truc beaucoup trop long, un musée de design et d'art appliqué contemporain, puis on s'est dit, bah, ok, on essaie de trouver un acronyme. On a eu une chance folle que ce MUDAC n'était pas encore pris. Bon, c'était en 2000, donc c'était en train de partir. On a pu aussi réserver le site internet, enfin le nom sur ça. À l'époque, je me disais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Enfin, heureusement qu'on a eu cette. Je ne sais plus qui nous a donné cette bonne idée, parce que ni Rosemarie ni moi qui étions particulièrement, disons, orientés technologiques. Donc, ça a été vraiment. Encore aujourd'hui, on peut la remercier, cette personne dont j'oublie le nom. Mais enfin, bref. Et donc, elle a très vite dit, décoratif, on laisse tomber. Et puis, par contre, il faut mettre contemporain. Parce que c'est toujours ce que j'ai fait, finalement. C'est ce qu'elle disait. Et c'est vrai qu'elle a toujours travaillé dans le contemporain, même si parfois elle remontait jusqu'au début du siècle. Elle a fait des choses très, très diversifiées. Moi, c'est une des choses que je trouvais formidable dans sa programmation. Elle avait aucune limite. Elle travaillait sur l'esprit du temps. Elle essayait de regarder les choses. Elle avait un esprit très esthète, hein. Elle voulait toujours que l'objet soit très beau, fonctionnel bien sûr, mais surtout très beau. Cette notion qu'on a évoquée dans la conférence précédente, c'était intéressant de voir le rapport entre utile et esthétique. Comment est-ce qu'elle a toujours essayé de marier les deux veines en fait de ce domaine. Et donc voilà. On a pris art appliqué pour garder l'idée verre, l'idée céramique, l'idée bijoux, parce qu'il y avait ces collections-là, et puis il y avait surtout la collection d'Art Verrier qui a commencé dans ces années avec la rencontre avec ce couple de mécènes allemands qui a vraiment permis à cette collection d'exister depuis... C'était dans les années 80 que ça a commencé, si je me souviens bien, mais là, il y a l'experte face à moi qui pourra dire exactement à quel moment tout ça a commencé. Et puis le design, parce que tout de même travailler aussi avec la notion du multiple, du design industriel, d'un produit, quoi. Et MUDAC, donc, alors peu de gens se souviennent ce que ça veut dire, finalement. Maintenant,
On est cantonal, donc le C, on peut le mettre dans un DC. Enfin, on s'en fiche un peu. Finalement, cet acronyme est devenu ce qu'a amené la programmation, finalement. Mais vraiment, l'idée de changer le nom, c'est vraiment Rosemarie Lipouner. Et la discussion qu'on a pu mener ensemble, ce qui est formidable. On a eu la chance de pouvoir le faire. Et aussi parce qu'on déménageait. C'est plus facile quand on déménage, évidemment, de changer le nom. Ça, c'est presque fait à chaque fois au moment de déménagement, en fait. C'est intéressant parce que normalement, le musée, le MUDAC, aurait dû être à Arlot. Oui. À la base, quand moi j'ai terminé mon mémoire, en fait, il y avait ce projet de déménagement, et ça devait être à l'espace Arlot. Et puis finalement, sauf erreur, il me semble que Rosemarie Lipouner, elle trouvait que le fait qu'il n'y ait pas de place pour les bureaux, elle trouvait que c'était difficile d'avoir des bureaux qui soient éloignés des salles d'exposition. Et puis il y a eu une rocade entre la ville et le canton. Et c'est comme ça que le MUDAC s'est retrouvé à la place de la cathédrale, et que le musée Arlot est devenu l'espace Arlot, mais qui dépend du canton. Donc il y a eu Exactement. Il y a eu un échange sans soult, comme ils disent. Donc ça n'a coûté 1 franc. Puis après, il a fallu transformer le bâtiment. C'était la dernière législature de Yvette Yagui, qui a juste emporté les 8 millions pour la transformation de la maison Arlot, qui était un peu en mauvais état. Elle avait été plus ou moins squattée pendant quelques années, pour en faire le musée. Mais tu as raison, elle n'a pas voulu Arlot parce qu'elle n'aurait pas pu avoir les bureaux dans le même lieu. Ouais. Elle trouvait que ça aurait été très préjudiciable d'avoir des bureaux loin, ailleurs en ville, et de ne pas être proche des salles d'expo et des visiteurs, etc. Ce qui est, à mon avis, une très bonne décision, même si cette maison 17e était tout de même assez complexe, quoi. Et justement, moi, j'ose poser une question, c'est par rapport à l'espace, justement, qui était l'ancienne préfecture. Tu parlais quand le musée était le musée des arts décoratifs à l'avenue Villamont. Donc en effet, c'était borne, mais elle disait en même temps, il y avait cette possibilité de jouer avec la lumière artificielle. Oui. Mais il y avait aussi la possibilité de montrer aussi bien du mobilier que des bijoux, parce qu'elle avait fait aussi des expositions de bijoux contemporains et tout. Est-ce que pour vous, au moment où vous étiez à la place de la cathédrale, cette exiguïté, parce qu'il y a aussi à des moments, dans l'histoire du musée, l'espace joue un rôle dans ce qu'on va proposer, et à un moment donné, il n'y a plus assez de place pour les machines qu'ils achètent, donc ils doivent faire la séparation. C'est des éléments qui viennent aussi dans l'orientation des fois. Ça peut être. La salle de Villamont, toute borne qu'elle était extrêmement modulable. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'on retrouve ici, quoi. Tandis qu'à la maison Arlot, on n'a que des trous, que des portes, des fenêtres, des niches. Et on a dû jongler avec ça pendant 20 ans, quoi. En même temps, ça t'oblige à avoir d'être astucieux au niveau de la scéno, de mettre les choses en scène d'une manière particulière. Le fait que ce soit une maison, tu peux travailler avec des petits objets, comme des moyennement grands, parce qu'il y a eu tout de même des problèmes d'accès, etc. Mais c'est vrai que c'est contraignant et que... alors, en même temps, on a toujours le désir de faire une programmation et de se dire que l'espace on va réussir à trouver une solution. Parfois, ça a été possible. Parfois, je pense que ça a été un peu raté. Enfin, voilà. Mais c'est évidemment, une maison historique, c'est extrêmement contraignant. Mais ça ne vous a pas obligé à renoncer à des projets, à quand même réorienter? À des œuvres, oui. Il y a une ou deux œuvres qui n'ont pas pu entrer. Il y en a une qu'on a dû faire entrer par hélicoptère par la fenêtre. Enfin, bref. On a eu 2-3 trucs comme ça, mais on avait les dimensions 80 cm, la porte historique d'entrée dans la maison. Ouais. On savait qu'il fallait toujours qu'une des 3 dimensions soit inférieure à 80 cm pour pouvoir entrer un objet dans les salles, quoi. Ça, on a eu souvent ce problème. J'aimerais revenir alors maintenant au moment où tu es nommée directrice du MUDAC et que tu peux alors dessiner ta propre vision et perspectives, au-delà du changement de nom qui vient d'être acté et où le MUDAC naît. Quel est, par rapport à ce qui s'est passé sous la direction de Rosemarie Lipouner, tes premiers changements, tes premières stratégies par rapport à ce que tu veux proposer à la Maison Godard? Oui, alors je dirais que je me suis inscrite tout de même dans une forme de filiation au niveau de la diversité des sujets possibles. Ça, j'ai trouvé que c'était une liberté que Rosemarie avait instaurée et que je voulais défendre en quelque sorte. Et bien sûr, mon passé dans le domaine de l'art contemporain a fait que très vite, j'ai eu envie de travailler sur des thématiques en associant art contemporain et design. Ça, c'est vrai que ça a été presque dès le début.
sous la forme d'une série d'expositions thématiques, même la toute première qui s'appelait Air en forme, qui était qu'avec des gonflables, mais c'était aussi parce que c'était ce qui nous a permis de faire le déménagement de l'avenue Villamont à la cathédrale, puisqu'on avait fait un parcours gonflable. Donc tout ça, on avait essayé d'associer avec l'exposition inaugurale et ça allait bien dans la thématique festive et compagnie. Donc ça, je dirais que ça, c'est une des choses que j'ai assez vite souhaité mettre en place, travailler avec beaucoup de gens de différents domaines, de différentes disciplines. Et puis, à partir de 2002, de lancer cette série qu'on a appelée Carte Blanche, où j'offrais 2 salles du rez-de-chaussée à des designers, des graphistes, des groupes, enfin vraiment alors totalement subjectifs. Et la toute première, c'était Nathalie Crasset, pour qui ça a été la première expo musée, puis toujours faire une publication avec, etc. Donc ça a été un peu les 2 axes de la programmation. Et pour moi, c'était tout de même une espèce de prolongation de ce qui avait été fait avec Rosemarie Lipouner, parce qu'il y a eu de la mode, il y a eu du graphisme, il y a eu du textile, il y a eu de la céramique, du verre, bien sûr, mais en restant dans le contemporain, dans une production tout de même très proche de nous chronologiquement. Travailler ici et plus loin, ça c'est aussi quelque chose qu'elle avait mis en place très tôt. Confronter les cultures, etc. Une plus grande ouverture qu'au moment... Par rapport à l'étranger, que tu as présenté plus de créateurs étrangers que ne le faisait Rosemarie Lipouner. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle peut, de mémoire comme ça, c'est plus dans les expositions de collections comme ça que les objets venaient de l'étranger, mais que quand elle présentait des artistes contemporains, que c'était plutôt des personnes qui étaient locales, ou suisses. Mais je pense qu'au début des années 2000, c'était très important d'avoir cette ouverture-là, parce que le design s'ouvrait beaucoup plus aussi, de faire juste la céramique locale ou bien les bijoutiers du coin. Elle avait fait ces choses-là avec des très belles expos, mais je pense que moi j'ai trouvé aussi ce qui m'a permis de faire cette transition entre finalement art contemporain et design, c'est que je trouvais que le design au début des années 80 était autrement plus excitant que les beaux-arts. J'ose dire ça ici, peut-être j'oserais pas le dire dans un autre gremium, mais je trouve qu'il y avait une dynamique, il y avait une ouverture, il y avait une inventivité, il se passait beaucoup de choses. Je pense que ça s'est un tout petit peu essoufflé, si j'ose dire les choses comme ça, mais je trouvais que c'était extrêmement excitant de travailler dans le design contemporain. C'était le début du design de galerie. Alors après, ça a pris aussi peut-être des proportions un peu trop... discutable, disons les choses ainsi. Mais c'était assez excitant. Moi, je trouve qu'au début des années 2000, il se passait vraiment beaucoup de choses. Et beaucoup plus d'interactions, justement, entre ce qui pouvait se passer en Suisse. Et puis, on avait une certaine reconnaissance dans le monde du design international. La Suisse a toujours été un peu regardée d'une manière un peu comme ça, comme un objet particulier. Graphisme, bien sûr, mais pas que. Et comment, du coup, tu expliques que le MUDAC est rapidement devenu aussi une institution de référence à l'étranger au moment où tu prends la direction avec les projets? Est-ce que c'est justement cette liberté de ton, de cette multiplicité des choix? Est-ce que ce sont les cartes blanches? Comment ça se fait que le MUDAC, à partir de ce moment aussi, devient aussi une institution qui compte à côté des rares musées de design et d'art appliqué qui existent à ce moment? Après, il y en a d'autres qui ouvrent. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Ouais. En Suisse, finalement, il y a Zurich, Winterthur, et puis l'Ariana, bien sûr, à Genève, mais ça, c'est très axé à appliquer céramique, verre. Bon, je crois que c'est la programmation qui était justement très ouverte. Il y avait dans ces expositions thématiques, on a toujours eu des artistes qui venaient de beaucoup plus loin que la Suisse. Donc ça, c'est vrai que c'était déjà ce regard-là. Les cartes blanches, c'est vrai que si j'ai pas vraiment fait cette analyse, donc tu me titilles ma mémoire, mais je crois qu'il y a eu très peu finalement de Suisses. C'est aussi une façon de faire connaître ce qui se faisait ailleurs. Et puis je pense que le thème avec l'association Beaux-Arts et Design, je pense que ça c'est quelque chose qui a créé une espèce de carte de visite particulière. Moi je crois vraiment. C'est une espèce de questionnement sur le camouflage, sur la relation à l'animal domestique, sur le recyclage bien sûr, mais à un moment on n'en parlait pas encore tellement. Le retour de la nature dans le design contemporain, ces choses-là qui étaient aussi le reflet de ce qui se passait ailleurs. C'était juste essayer d'être un peu l'antenne une espèce de comment on appelle ça, un peu un mirador, qui essaie de voir ce qui se passe avec cette dimension un peu anthropologique sur ce que le design apporte, je trouve, de très riche par rapport peut-être aux beaux-arts. C'est ce regard sur nos vies, sur notre façon d'interagir,
avec le monde, entre nous. Tout ça, le design offre ce genre de pistes et ça peut ouvrir une programmation. Et ça, je pense, c'est un peu cette carte de visite qui est complètement poursuivie ici. Enfin, on voit bien les expos qu'il y a maintenant sur ce plateau, quoi. Et ça, je pense que c'est une carte de visite qui a marqué, effectivement, par rapport à ce qui se faisait à Zurich, qui a toujours été une formidable programmation, mais très design, comme ça, un peu pur et dur. Et les échanges, on les a fait plutôt avec Winterthur, parce que Winterthur avait aussi un peu cette façon d'aborder les thématiques. Nirvana que tu as faite, qui était vraiment très intéressant, les objets du désir, ça c'est formidable de pouvoir faire des expos comme ça. Je ne crois pas que Zurich aurait pu le faire, les Arts Déco à Paris non plus. Enfin, donc c'est vrai qu'on s'est distingué de ce point de vue-là, même si on était tout petit. Est-ce que les collections, est-ce que tu penses, malgré le petit budget que la ville allouait aux collections, est-ce que tu penses que tu as pu effectivement donner une tonalité un peu équivalente dans les acquisitions que tu as faites pour le musée à ce moment-là par rapport aux ambitions des expositions qui étaient programmées? Est-ce que tu as réussi à faire suivre les collections par rapport à ça? On a essayé, je dirais que c'est, à part la collection d'Art Verrier, ça c'est vraiment une entité à part dans l'ensemble du MUDAG. Il y a la collection de bijoux contemporains qui pour moi a été aussi un terrain très intéressant parce que peu connu. Autrement, il est vrai que, bon, on peut dire les chiffres, je crois que c'est pas avec 20 000 francs par an, on fait pas des acquisitions majeures, mais assez vite, on avait mis au point cette idée d'avoir un petit groupe de conservateurs au sein du musée qui faisait des prospections, puis qui faisait des propositions, et puis chacun, on se répartissait 2500 francs. Enfin, voilà, on vous raconte un peu les dessous des coulisses, mais finalement, je crois que c'était plutôt le reflet, pour être très sincère, de la programmation qu'une idée de construction de collection. Aujourd'hui, les budgets sont différents et je pense que cette question, elle est formidablement d'actualité et je pense que c'est intéressant de se la reposer. Il est vrai que je ne me suis pas battue pour essayer d'obtenir de 20 à 25 000 francs. Je trouvais que c'était une guerre qui aurait été difficile et qu'est-ce que ça aurait amené? Pas sûr, beaucoup plus que ce qu'on a réussi à acquérir. Puis finalement, on a fait des choix très, très précis. Et ça, quand on a très peu d'argent, c'est des fois intéressant parce que on n'a rien à dilapider, quoi. Le moindre petit truc, on sait pourquoi on le veut. Et alors, de fil en aiguille, au bout de 20 ans, ça fait tout de même quelques objets, mais c'est clair que ça reste des petits ensembles. Mais quand on voit là, le choix que vous avez fait, il y a des trucs très pointus. Puis l'exposition sur la présentation des collections, là, il y a l'année dernière, bon, on voit tout de même que les choses peuvent tenir un discours, disons. Mais alors, c'est pas une collection patrimoniale, non. Je crois que ça ne le sera jamais. Si aujourd'hui on voulait la créer, t'imagines les moyens qu'il faudrait. Enfin, et puis, à mon avis, ça ne fait pas du tout sens. Il y en a une formidable en Suisse, c'est Zurich. Si on a besoin d'un truc formidable, on demande. Puis, généralement, ils prêtent. Oui, ils prêtent, je confirme. Juste encore une fois, sur les 22 ans de direction que tu peux avoir, est-ce que tu as senti qu'à un certain moment, tu as dû un peu réorienter ta stratégie, ou est-ce qu'il y a eu des éléments qui t'ont permis effectivement d'amplifier certaines choses, d'en abandonner d'autres, de faire des constats par rapport à l'évolution du design? C'est clair qu'en 2000, le design vit quelque chose d'assez important et on le voit avec Patricia Lunghi, Espace Contemporain aussi, hein, par rapport à la revue de design. On voit qu'il se passe beaucoup de choses en 2000, que ça a été un moment crucial. Est-ce que entre 2000 et 2022, tu as senti des moments où effectivement quelque chose évoluait? Je pense qu'il fallait se poser, par rapport à l'axe exposition thématique, il fallait se poser des bonnes questions. Et là, j'ai un peu plus travaillé avec des commissaires extérieurs, aussi parce que ce projet m'a tellement occupé. Je dirais que les 8 dernières années, j'ai vraiment surtout travaillé sur le projet de plateforme 10, parce que bon, ça m'intéressait évidemment de travailler sur cet ensemble, à construire et tout ça. Et puis du coup, on a beaucoup travaillé ensemble. Mais ça, je dirais que moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir passer un peu la main à des autres esprits, à des autres. Seule chose que j'ai voulu maintenir, c'était un peu la carte blanche. Ça, c'était peut-être un peu mon bébé. Pourtant, c'est pas un truc original. Plein de musées font ça, hein, mais j'aimais bien ce truc-là. Et puis la toute dernière que j'ai fait, c'est nos trois là, Grégoire, Elric. Et la dernière carte blanche, c'était Big Game. Et ça m'a fait plaisir aussi de terminer les cartes blanches avec un très bon collectif de designers lausannois. Ça, je trouve que c'était... Donc, je dirais que ça m'a fait plaisir à un moment donné de passer un peu la main au niveau de la programmation et d'écouter ce que disaient les conservateurs qui travaillaient avec moi. Bien sûr, aussi mettre en valeur la collection d'Art Verrier. Et peut-être que je trouvais que le design de galerie
commençait à prendre un peu trop d'importance. Et ça m'a un peu lassée. Cette dimension du marché qui était maintenant arrivée, enfin là vraiment Patricia pourrait en parler tellement mieux que moi, mais parce que c'est vraiment, il me semble qu'il y a eu un moment, il y a 7-8 ans, peut-être même un peu plus, où ce design de galerie qui devient cette espèce d'objet limité, tellement prestigieux, et enfin voilà, enfin on connaît les mécanismes, mais ça m'a un peu ennuyée. Et je pense que j'étais assez contente à ce moment-là de pouvoir travailler sur le projet Plateforme 10 parce que ça m'a fait rebondir dans une autre réalité. C'est peut-être un paroxysme qui raconte quelque chose du design, hein, que ce moment de l'émergence du collectible avec des foires dédiées, du meuble de collection hors de prix, que tout le monde admire mais que personne ne peut s'offrir. Ça dit aussi peut-être d'un moment de crise d'une société aussi où on produit mais où finalement personne ne peut véritablement acquérir, où on est plutôt devant effectivement des beaux objets, une traduction de savoir-faire, un peu une haute couture du design face à un prêt-à-porter peut-être en déshérence. Exactement, c'est très juste, oui. Avec le retour des métiers d'art, qui est une chose magnifique, qui est un savoir-faire qu'il faut absolument réussir à maintenir, mais en même temps, cette emprise du marché devient aussi quelque chose. C'est toutes les grandes marques qui financent et qui sponsorisent ce genre de foire maintenant. Est-ce que c'est pas peut-être le gros challenge aujourd'hui par rapport au design, c'est cette relation avec les métiers d'art, qui d'un côté doit être sauvegardée, préservée, et en même temps qui souvent offre des objets ou des prototypes qui sont difficilement, on va dire, commercialisables ou diffusables. Oui. On le voit dans les foires, hein, les grandes maisons comme Hermès, mais d'autres, le Mobilier National, qui préservent ces savoir-faire, mais en Suisse aussi, il y a les métiers d'art. Mais comment relier finalement ces savoir-faire avec des propositions qui puissent avoir, on va dire, une ouverture et une possibilité de divulgation C'est des vraies questions par rapport au musée. Bon, maintenant, moi, je suis en dehors, donc je peux peut-être avoir un autre regard encore, mais la question de la collection, elle devient vraiment très, très cruciale. Enfin, et la collection de design, ça a toujours été compliqué aussi, la mettre en scène, etc. Enfin, ça, c'est des thèmes, encore d'autres thèmes, mais c'est le savoir-faire qu'il faut maintenir, peut-être plus que l'objet. Enfin, les Japonais, ils font que ça. Hein. Ils sont friands du savoir-faire, c'est ça qui préserve. Puis après, le temple, on le refait 20 fois avec des matériaux contemporains, mais c'est le savoir-faire. Peut-être qu'il y a une leçon à prendre là, pour arrêter de remplir nos dépôts. Enfin, je trouve que c'est des vraies questions du musée de design en particulier. Il y a un moment là qui sont... C'est la question des archives. Les archives, c'est pas uniquement l'information, le document papier, mais c'est les objets finalement, donc la collection. Oui. Et jusqu'où on acquiert, qu'est-ce qu'on acquiert, et pour qui, pour quelle mémoire, pour raconter quoi. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est un peu le but de toutes ces archives du design roman, c'est avant de se lancer dans un projet de glouton où on pourrait tout acquérir et tout stocker, c'est d'abord se réfléchir, mais qu'est-ce qu'on veut raconter et de quoi on veut témoigner. Et c'est aussi pour ça que cette histoire du musée des arts décoratifs, du MUDAC à la maison Godard, c'est intéressant parce que ça a aussi émergé à des moments cruciaux pour le design et les arts appliqués. On est aussi dans un moment important. Alors on est dedans, donc c'est des fois difficile de prendre du recul et de véritablement comprendre les enjeux aujourd'hui. Mais on est aussi face au design et on le voit quand on va à Milan aujourd'hui. Quand on voit des nouvelles chaises, on se dit mais encore des chaises, mais pour qui encore des chaises? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? La question est légitime. Mais en même temps, c'est aussi une industrie. Il faut nourrir tous ces gens. Il faut que ces gens aient du travail. Mais en même temps, pourquoi? Et cette grande question du pourquoi, du sens d'un musée de design, elle doit se reposer, je trouve, régulièrement. Enfin, nous, on essaie de se la poser maintenant pour savoir mais pourquoi est-ce qu'on fait ce travail et comment on doit le faire et pour qui on le fait et comment on le fait. C'est quelque chose qu'il faut chaque fois remettre un peu sur l'établi et revenir un peu dessus pour pas effectivement partir. Et c'est ce que vous avez fait chacune dans vos études par rapport au musée d'art décoratif et par rapport à ta fonction directrice du MUDAC. Peut-être avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions peut-être aussi dans l'auditoire? Je me permets de vous poser une question par rapport, enfin de rebondir. Oui, comme ça. Je me permets de rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. On voit que au niveau des archives, pendant très longtemps, les objets ont été séparés des documents papier, qu'on prenne la photo, qu'on prenne les objets, enfin aussi par rapport au musée des arts décoratifs, où par exemple les archives papier sont aux archives de la ville de Lausanne
et les documents ont été dispersés entre le musée historique et vos collections personnelles, enfin, de l'institution. Comment vous vous positionnez actuellement, justement, parce que c'est aussi important de pouvoir faire parler ces objets et pas seulement de les analyser sous un point de vue esthétique, mais aussi de pouvoir avoir ce témoignage des documents papier. Par exemple, je pense à Vitra qui actuellement fait tout un travail de conservation aussi des documents papier avec des importants fonds. Et quelle est votre position, vous, en tant qu'institution, par rapport à des objets ou des designers que vous collectionnez pour réussir peut-être à conserver des prototypes, des maquettes, des échanges aussi simplement par mail ou des décisions qui permettraient d'expliquer des décisions très concrètes sur un objet? C'est une très bonne question. Alors peut-être que quelqu'un pourrait répondre pour Vitra, mais je vais essayer de faire une réponse qui réponde un peu à tout. À mon arrivée au MUDAC, lorsque j'ai commencé, j'ai proposé effectivement que quand on achetait un objet, qu'on puisse essayer d'acheter aussi les esquisses, les prototypes, les échantillons. On a un exemple juste là derrière avec une céramique de Dimitri Belair, où on a acquis aussi les moules, les essais, les dessins d'études. Alors on ne le fait pas systématiquement avec tout. Ça a été une première idée, mais ce sur quoi on s'interroge aujourd'hui justement, c'est est-ce qu'on continue à le faire de cette manière? C'est justement ce projet des archives du designer roman. Est-ce qu'il faut que pour chaque objet, on achète l'ensemble de son histoire, de son storytelling, pour avoir l'entier finalement de l'identité de l'objet? Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire archive aujourd'hui, ça va être aussi un des prochains chapitres de rencontre ici. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière que de tout acquérir d'un objet? Est-ce que simplement la localisation, de repérer, de savoir où sont les informations, une sorte de base de données générique de toutes les informations, serait peut-être une alternative? On s'interroge justement là-dessus aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse définitive parce que si on acquiert tout, nos dépôts vont être très vite remplis. Et ça, c'est le problème de tous les musées. On fait des dépôts neufs, très grands, c'est super, mais en 2 ans, ils sont déjà pleins. Donc, c'est comment on fait pour régler ce problème? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire archive aujourd'hui, de faire collection? Et ça, c'est un peu le but aussi de toutes ces discussions aujourd'hui. On n'a pas encore de réponse définitive. Là, après les 4 mois de ce projet, on va se rasseoir, on va rediscuter, faire un peu le bilan de ce qui s'est dit, puis voir quelles sont les opportunités, les pistes qui s'ouvrent à nous pour trouver peut-être une solution, à plusieurs probablement, parce que le MUDAC, on est une institution parmi tant d'autres. Il y a les studios de designers, il y a les autres musées, il y a les galeries, il y a les revues, il y a plein d'autres membres qui font partie de l'écosystème du design en Suisse romande. Il y a les écoles, évidemment. Donc comment garder cette mémoire? Qu'est-ce qu'il faut garder? Parce qu'on ne va pas pouvoir tout garder non plus. Et comment élaborer finalement les méthodologies, les process, les critères. Ça, c'est le premier gros travail à faire avant de se dire effectivement est-ce qu'il faut garder tous les dessins, tous les échantillons. Mais c'est un projet qu'on doit se poser aujourd'hui parce que les musées, on a tous le même problème, effectivement. C'est que nos dépôts débordent et que si on veut raconter quelque chose, il faut qu'on sache quel type d'histoire on veut raconter, quel témoignage on veut laisser pour nous aider effectivement à élaborer ces critères. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? André-William Blandonnier, je suis designer, vieux designer, et j'ai fait mes premières expositions. Ouais, voilà. Blandonnier, donc André-William, je suis designer depuis de nombreuses années, designer roman, entre guillemets. Et j'ai fait mes premières expositions chez Rosemarie Dupuner, où elle faisait un travail justement de déchiffrage, et c'était vraiment pour donner une certaine identité à ce qu'on a commencé à appeler le designer roman à cette époque-là. Et c'est vrai que c'était très très encourageant, il se passait plein de choses, il y avait une grande dynamique générale en Europe, en Italie et en France. Et c'est vrai que ces expos m'ont donné de l'assurance et m'ont permis d'aller ailleurs, à Paris notamment, où des pièces ont été éditées, à Milan. Enfin, elle avait fait un vrai travail et je suis très reconnaissant. Par contre, à l'étape suivante, au MUDAC, c'était après,
la porte fermée à tout ce qui était roman, en fait. Enfin, tout, en tout cas, d'une grande partie. Je le dis gentiment parce que c'était un peu rageant, parce que le MUDAC de cette époque avait une belle renommée européenne. C'était vraiment quelque chose d'assez excitant. On sentait que c'était vraiment quelque chose. Mais quand on venait de l'intérieur, vous avez bien dit que des artistes ou des designers romans, enfin, des artistes non, mais des designers romans, vous en avez exposé quasiment aucun, ou peut-être aucun. Et c'était quand même le design suisse se faisait sans vous. Enfin, c'était un truc bizarre, quoi. Voilà. À la fois, Lausanne était une pièce importante sur les designs, sur les musées de design, et à la fois, quand on était roman, il y avait plusieurs personnes qui travaillaient ici avec plus ou moins d'ambition. Voilà. Par contre, j'ai été heureusement très bien accueilli dans d'autres musées européens de grande qualité, mais jamais au MUDAC à Lausanne. Et c'est un peu rageant. Donc là, maintenant, quand on se retrouve avec une exposition sur l'héritage du design roman, sur les 20 dernières années, je vois pas... Enfin, c'est un petit peu ambigu, quoi. Voilà. Cela dit, ça s'est fait quand même, hein. Les choses se sont faites, mais chaque fois que j'allais au musée là-bas, c'était un petit peu rageant, quoi. Voilà. Je dis avec toute gentillesse. Écoutez, désolé que vous ayez ce sentiment, parce que c'est vrai que quand on faisait des expositions thématiques, on a toujours associé des designers aussi romans, suisses. Enfin, c'était pas, il n'y avait pas tellement de, jamais, quoi. Il n'y avait pas de quotas ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis dans les cartes blanches, on a fait Rovero, on a fait Piquet, on a fait, enfin, on a tout même travaillé avec des designers romans. Mais j'entends votre remarque. Je sais que Rosemary elle a beaucoup travaillé effectivement sur la scène autour d'elle, ça c'est sûr, et je pense que c'était essentiel parce que ça n'avait jamais été fait. Donc elle a fait aussi un travail de défrichage qui était tout à fait spectaculaire. Elle a fait un beau travail de défrichage, mais voilà. Tu vas ajouter quelque chose, Chantal? Non. Moi, j'ai peut-être juste ajouté quelque chose à ça. C'est que moi, j'ai fait partie de plusieurs commissions. J'ai travaillé avec différents musées. J'ai travaillé pour d'autres musées également. Et c'est vrai que quand on fait une étude des collections des musées, on a toujours l'impression qu'il y a des manques. Qu'il y a un moment, mais comment est-ce qu'on a pu passer à côté de telle personne, ou tel groupe, ou tel collectif, etc. C'est toujours surprenant quand on fait une étude de collection. Mais en même temps, j'avais fait un travail sur la collection de la ville de Lausanne, par exemple, Beaux-Arts. Je me suis toujours refusé à compléter la collection. C'est-à-dire, bon, on a oublié d'acheter cet artiste, il faut qu'on acquiert une pièce pour le compléter. Parce que je trouve que ces lacunes, ces manques, ces oublis, légitimes ou non, peu importe, hein, mais ils racontent aussi quelque chose d'une époque, d'une vision d'une institution, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, mais ça raconte quelque chose aussi d'un moment. Et lorsqu'on étudie effectivement les collections des musées industriels qui sont arrivés jusqu'à devenir la collection du MUDAC aujourd'hui, il y a évidemment des énormes lacunes sur certains aspects, sur certains designers, mais en même temps, je trouve extrêmement intéressant de les analyser, d'essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a souvent des raisons qu'on peut expliquer pour des questions économiques, pour des questions politiques, stratégiques, ou simplement de subjectivité, parce que je pense que dans ce métier, il ne faut surtout pas oublier cette notion de subjectivité qui est fondamentale, parce que la subjectivité, c'est ce qui nous permet de construire des expositions thématiques, par contre, avec un regard, un choix, que les gens comprennent ou pas, hein, peu importe. Là, on a l'exposition We Will Survive sur le mouvement Prepper, c'est le survivalisme. On ne demande pas à ce que tout le monde adhère à l'exposition, mais au moins que tout le monde se pose des questions, voit des objets, on leur propose des pistes, des discours. Après, les gens, disposent. Ils disent « Ah, mais c'est bizarre, ils n'ont pas pensé à mettre cet objet qui est quand même fondamental. » Heureusement, on n'a pas l'ambition de l'exhaustivité, mais je trouve que c'est toujours... Enfin, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les analyses par le vide et le creux. C'est-à-dire de voir, ben voilà, là, il y a un vide, là, il y a un creux, pourquoi? Essayer de le comprendre. Après, de le remplir par la suite, de nouveau, on ne pourra pas tout avoir, on ne pourra pas tout montrer, c'est juste déjà le comprendre. Et ça, je trouve que dans notre métier, c'est assez fondamental, et je trouve assez passionnant, parce que ça raconte des époques, ça raconte des sensibilités. C'est vrai qu'à un moment,
je pense que les débuts du MUDAC ont été aussi un moment où il fallait asseoir aussi une réputation à l'international. Donc, beaucoup d'énergie ont été mises là-dessus et ça nous permet de faire aujourd'hui un peu ce que je peux faire ici, c'est-à-dire d'avoir une liberté assez incroyable. Et en cela, je suis aussi moi-même l'héritier de Rosemarie Lupuner, de Chantal Prodon, parce qu'on l'a vu encore, on rentre de Londres avec ma collègue, on est un musée extrêmement envié à l'étranger, extrêmement envié par ce ton, par cette liberté aussi de thématique. Mais c'est clair qu'on oublie et on laisse des choses de côté, malheureusement. Ça, c'est inévitable, malheureusement. Mais je comprends aussi votre remarque qui est tout à fait pertinente, et pour le coup, hein. Mais c'est juste pour expliquer que de toute façon, on ne pourra jamais faire le tour de tout ce qui s'offre à nous, malheureusement, pour le design en Suisse romande, qui est une scène finalement extrêmement large et importante. Je parlais pas de l'achat de pièces. Non, non. Simplement d'écoute. Par exemple, Bien sûr. je travaille toujours entre le design et l'univers qui est le Gestaltung à Zurich. Eh bien, l'approche était complètement différente. Et au fait, oui, les designers romans étaient les bienvenus à Zurich, paradoxalement. Ils ont présenté, je sais pas, ils m'ont acheté 4 pièces, par exemple, mais ils ont aussi présenté les choses. Enfin, il y avait une écoute vraiment différente. C'était ça, et la comparaison se faisait vraiment. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence entre un musée de collection et un musée d'exposition, où nous, c'est vrai, on est plus un musée d'exposition, puisque notre... Oui, mais ils ont beaucoup plus de moyens. Ils ont une collection de plusieurs centaines de milliers d'objets. La plus grosse collection d'affiches du monde. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi le fait que les moyens ne permettent pas d'aller jusqu'à ce que Zurich fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être chez les étudiants de Neuchâtel, peut-être c'est ce que vous venez d'écouter ou d'entendre, des questions, des remarques? Profitez. Alors, une étudiante de Neuchâtel, peut-être. Moi, j'ai une question pour Chantal, du point de vue du public, parce que c'est quand même passionnant ces 20 ans avec cette discipline en devenir qu'est le design. Comment a évolué le public, le regard du public? Est-ce que cette approche, parfois, je ne sais pas si c'est un terme un peu vulgarisatrice que dans ces expositions anthropologiques, est-ce que c'est aussi une volonté? Et comment est-ce que tu as vu le public évoluer pendant ces 20 ans et mieux comprendre ce qu'est le design? Je l'espère. Je ne sais pas si je peux vraiment répondre à ça. Oui, j'ai vu une évolution du public, immanquablement aussi, parce que, mais c'est aussi vrai aujourd'hui, maintenant, quand j'ai quitté le musée, les gens viennent t'accompagnent et puis ils prennent de l'âge. Et j'ai senti, quand moi j'ai repris les rênes du musée de Rosemarie, c'était des gens un peu de sa génération. Et moi, quand j'ai pris les rênes, évidemment, j'avais 30 ans de moins. Donc le public s'identifie aussi à la personne qui gère l'institution. Et donc, je dirais qu'il s'est rajeuni. Ça, je l'ai senti au fil des ans, que c'était un public un peu plus curieux, un peu plus jeune, au niveau peut-être aussi de la formation, parce qu'on avait la chance ici à Lausanne d'avoir avec l'ECAL, avec les PFL, qui avaient pris tout de même une dimension. L'ECAL, ça a tout de même aussi fortement impacté, je dirais, le devenir du MUDAC. Moi, je suis convaincue que ce lien, il est très fort, et je pense qu'il est réciproque. Je pense qu'on a tout à gagner à travailler avec l'ECAL. Enfin, ça a été toujours des échanges intéressants, aussi avec la RED, même si parfois c'est compliqué de le faire avec la RED. Enfin bon, on connaît ces histoires, mais je dirais que c'est... Moi, j'ai senti que là, il y avait ce public-là, en tout cas, de jeunes qui étaient en train de se former, qui venaient assez régulièrement tout de même voir ce que nous proposions. Ça, oui. Ça a progressé. Et les chiffres ont tout de même bien progressé aussi, en termes absolus de fréquentation. Est-ce qu'il n'y a pas un profil type? Parce qu'aussi, la programmation était très diversifiée. Ça, c'est, je pense... Une des choses que j'ai toujours un petit peu revendiqué ça, c'est qu'on travaillait pour toutes sortes d'intérêts, toutes sortes de goûts. C'est clair que quand on parle de nature dans le design, ou bien quand on parle d'objets du désir, ou quand on parle... c'est d'autres types de curiosités qui vont venir voir l'expo. Et ça, c'était aussi le rapport entre art contemporain et design. On avait un peu ces deux champs possibles. Et ça, j'ai senti que tout de même, au fil des ans, ça s'est constitué. Là, je pense qu'avec un plateau comme ici, ça va être encore... On peut démultiplier, si tu veux, cette dynamique-là. Mais je crois que ça, au fil des ans, oui, ça s'est tout de même bien diversifié et rajeuni et un peu augmenté. Parce que ça, tout de même, c'est aussi important de
continuer à faire des expositions, et ça c'est après une question d'équilibre, de faire des expositions un peu pointues sur un designer auquel tu crois à mort, mais que tu sais peut-être que ça va pas attirer des foules, puis à côté de faire Playmobil, enfin tu vois, d'essayer d'équilibrer les choses comme ça avec des choses très populaires, mais tout de même intéressantes, parce que Playmobil, je crois que ça a été le record absolu au niveau de l'histoire du MUDAC. Tu te dis mince, tout de même c'est presque un peu honte de dire ça, puis en même temps non, en même temps il y avait les jeunes designers de la Confédération à l'étage. Toujours, il n'y a jamais eu autant de monde à cette exposition des jeunes designers de la Confédération parce qu'il y avait Playmobil en bas. Comme je savais jamais très bien pourquoi les gens entraient dans la maison, et ça je trouve que c'est pas mal aussi. Ils venaient pour un truc puis ils voyaient les autres. Ça je pense que c'est toujours assez intéressant parce que essayer de cibler des publics. Mais c'est intéressant. C'est difficile. C'est intéressant que tu dises qu'il y avait quand même un lien, enfin qu'il y a toujours un lien avec l'école, puisque quand on pense au niveau de l'histoire, le fait qu'il y avait ce côté, je veux dire, de formation. Absolument. Des apprentis, puis là, est-ce qu'ils viennent se former l'œil, est-ce qu'ils viennent pour justement continuer à se poser des questions, enfin, mais qu'il y a ce lien avec cela, et l'ouverture avec un public plus large qui est avec les expositions thématiques. Oui. Ça, c'est... L'exposition thématique, c'est tout de même une façon très intéressante de poser des questions à vraiment des gens qui ne sont pas nécessairement des aficionados de musée, mais qui c'est quoi ce sujet, puis qui viennent que là, c'est typique le survivalisme. C'est quoi ce truc? Et ça, si tu arrives à créer ça, je trouve que c'est peut-être ça la particularité du MUDAC, c'est d'avoir ce genre de tu vois. Est-ce que le fait maintenant, parce qu'il y a quand même aussi la situation particulière, puisque vous êtes vous côtoyez, enfin dans le même bâtiment, le musée de la photographie, enfin le Photo-Élysée, pardon, parce que le nom a aussi changé, et puis le musée des Beaux-Arts. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des publics qui, en fait, viennent pour une exposition dans un musée et finalement viennent aussi visiter le MUDAC? Bien sûr, il y a ce qui est favorisé aussi par le ticket 3 musées. Alors, c'est difficile à quantifier, de savoir quel musée ils achètent pour visiter lequel ensuite. Ça, c'est compliqué à savoir au niveau de la billetterie. On est en train de regarder pour des outils qui pourraient affiner ça. Mais effectivement, oui, bien sûr qu'on bénéficie des publics des deux autres musées réciproquement. C'est clair. Et d'autant plus ici dans ce bâtiment, puisqu'on est les deux dans le même avec Photo-Élysée. Évidemment, les gens qui vont à Photo-Élysée souvent viennent au MUDAC et inversement, ceux du MUDAC descendent à Photo-Élysée. Donc là, c'est encore plus facile, effectivement, de faire les deux. En plus, avec un billet qui est valable 3 mois, c'est vrai qu'ils ne sont même pas obligés de le faire le même jour. Donc, ils peuvent revenir dans 1 mois et se faire les autres. Donc, on bénéficie de tout ça. Peut-être une dernière question. Sinon, nous allons nous arrêter là et je propose que nous reprenions dans 5-10 minutes. On reprend pour la prochaine table ronde. Merci à toutes et à tous. Merci.